On a de plus en plus l'impression, quand on voit les médias, et qu'il s'agit d'une guerre livrée d'un seul coup par des musulmans au monde occidental. C'est exactement présenté comme ça. Alors ça nécessite qu'on regarde ça d'un petit peu plus près. Bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a dans le Coran des versets qui, si on les prend au pied de la lettre, incitent à la violence et à la tuerie dans le cadre de ce qu'on appelle le djihad. Je ne l'ignore pas, j'ai donné, quand j'étais plus jeune, j'ai donné des cours en fac ou dans des grandes écoles où je présentais les grandes civilisations du monde et où je parlais notamment du Coran. Ce que je n'ignore pas non plus, c'est que dans le Coran, il y a des versets qui disent également le contraire. Il y a notamment le verset 238 de la sourate 2 à Al-Baqarah, qui est l'adage qui dit nul la ikraha fid din, c'est-à-dire nulle contrainte en religion. Donc on peut trouver dans le Coran des versets qui poussent au crime et des versets qui poussent au contraire à une religion de paix. Je n'ignore pas non plus que c'est également ce que l'on trouve dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament et dans la Torah. Il suffit de lire le Lévitique ou le Deutéronome pour voir qu'il y a dans la Bible, et il y a également des appels à la lapidation de la femme adultère, par exemple, et des appels au meurtre. Seulement voilà, les religions sont une chose, et puis l'application que les hommes en font en est une autre. Or, actuellement, s'il y a effectivement un problème dans le monde musulman, c'est parce que il y a un pays, l'Arabie Saoudite, pour ne pas le nommer, qui depuis le XIXe siècle, avec le soutien constant des États-Unis d'Amérique, pousse à une lecture ultralittérale, le régime wahhabite, et avec également les salafistes qui sont derrière, pousse à une lecture ultralittérale du Coran, que ne partagent pas 90% du monde musulman. Voilà la situation. J'ajoute que le tueur de cette affaire se révèle être à l'examen quelqu'un qui mangeait du porc, qui buvait de l'alcool, qui avait, paraît-il, une sexualité débridée, donc qui ne respectait pas le ramadan, qui ne se rendait pas à la mosquée, donc qui, en fait, n'était pas musulman. Alors, aux dernières nouvelles, il paraît que s'il s'était radicalisé dans les 3 semaines ou les 15 jours précédant la tuerie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons affaire à des gens il y a 16 musulmans qui sont morts dans cet attentat, et puis il y a un assassin qui est là, qui, lui, n'a pas une pratique musulmane, semble-t-il, et qui est mis en avant pour faire croire au peuple français qu'en fait la France serait attaquée par l'islam. Alors moi je voudrais être très clair sur cette affaire parce que un vent mauvais s'est levé sur notre pays. Maintenant, on ne peut plus écouter quelque information que ce soit sans qu'on ait des prophètes de malheur qui nous expliquent que la France va vers la guerre civile, que la France serait attaquée, que la France serait en guerre. J'ai lu des déclarations insensées de la part de prétendus responsables politiques de niveau national qui demandent quasiment l'ouverture de camps de concentration, quasiment un flicage généralisé de toute la population, comme si d'ailleurs ce qui est pratiqué sous l'état d'urgence s'était révélé efficace, ce qui n'est pas le cas. Je rappelle que ça fait quand même que nous sommes sous l'effet de l'état d'urgence depuis le mois de novembre de l'année dernière. Donc on a affaire en réalité à une classe politique qui a perdu la tête, au premier rang de laquelle le président de la République française et le Premier ministre, qui ont totalement failli à leur tâche, à nos compatriotes de confession musulmane, comme d'ailleurs à nos compatriotes de toutes les autres confessions, que la République française ne connaît pas le communautarisme, que la République française ne connaît que des citoyens. Il faut évidemment, en ces temps où la France est menacée, prendre des mesures autrement plus sérieuses que ce qui a été fait. On reste confondu par tant d'amateurisme. Quoi ? Voilà des milliers et des milliers de personnes qui étaient sur la promenade des Anglais, à Nice, et voilà qu'un quidam a réussi à se faufiler, si j'ose dire, avec un camion de 19 tonnes. Il n'y avait pas de chevaux de frise, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas des plombs en béton que l'on pouvait mettre pour sécuriser toute cette zone.
L'affaire reste d'ailleurs extrêmement peu claire parce qu'on n'a toujours pas bien compris comment ce camion avait réussi à se faufiler jusqu'à cet endroit. De ces excellences que sont le président de la République, le Premier ministre ou M. Macron, parce qu'à chaque fois que les ministres sortent, il faut des dizaines et des centaines parfois de policiers pour protéger leur auguste personne, alors que finalement à Nice, il y avait finalement moins de policiers pour peut-être 20 ou 30 000 personnes massées sur la promenade des Anglais. Mais maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus grave encore, qui est la présentation générale qui est faite de cette affaire. On présente cette affaire, je ne l'invente pas, d'ailleurs il suffit de lire, c'est ce que M. Sarkozy nous a dit. M. Sarkozy a dit « Nous sommes en guerre. Maintenant, plus jamais, rien ne sera comme avant. » Il a même osé dire que de 2002 à 2011, du temps où il était aux affaires, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur ou à la présidence de la République, il n'y avait jamais eu le moindre attentat, ce qui est totalement faux. Il y a eu plusieurs attentats, un attentat contre l'ambassade d'Indonésie, un attentat contre le préfet du Jura. En 2012, il n'y a eu rien moins que l'affaire Mohamed Merah, etc., etc. Mais nous avons donc des responsables politiques qui disent que nous sommes en guerre, que la France est attaquée. Monsieur Valls se claironne. À qui veut l'entendre que de toute façon il y aura d'autres victimes? C'est du jamais vu. Les Français n'ont pas élu un président de la République pour que le chef du gouvernement qu'il nomme ensuite explique aux Français que de toute façon il ne peut rien pour eux, que de toute façon il paraît qu'on le dit aux enfants des écoles maintenant il va falloir vivre avec le terrorisme et que de toute façon eh bien il y aura d'autres victimes. Et puis alors à la droite et à l'extrême droite en particulier, alors là c'est évidemment haro sur l'islam, haro sur le grand remplacement en France, et ceci et cela. On ne dit pas un mot, comme je le soulignais tout à l'heure, que parmi malheureusement les 84 morts, il y en a quand même au moins 16 qui étaient des musulmans, pas un mot. On ne dit pas un mot de ce que la France fait partie de coalitions qui sont extrêmement meurtrières. Il ne faut pas s'étonner que lorsque la France appartient à l'OTAN et à l'Union européenne, et que de ce fait nous nous alignons sur les États-Unis d'Amérique, nous nous alignons sur une politique agressive. Nous sommes un pays qui, et M. Sarkozy en sait quelque chose, puisque c'est M. Sarkozy qui, sans demander l'avis des Français, est allé bombarder la Libye, détruire le régime libyen, faire assassiner Kadhafi. Est-ce que le régime saoudien, est-ce que le régime du Qatar, est-ce que le régime du Bahreïn, qui sont des régimes qui sont tenus à bout de bras par l'Occident et avec lesquels d'ailleurs M. Sarkozy ou M. Hollande font leurs affaires quotidiennement, est-ce que ces régimes sont plus démocratiques que celui de Kadhafi? La réponse est non. Ce sont des régimes plus dictatoriaux et qui ont une attitude, notamment, je pense à l'Arabie saoudite vis-à-vis des femmes, par exemple, ou de toutes les minorités, qui est absolument contraire à toutes les conventions des droits de l'homme et à la charte, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le résultat, c'est que M. Sarkozy a fait détruire la Libye. 2/3 des habitants de la Libye ont fui leur pays et ont alimenté notamment cet effet de château de cartes qui s'est effondré au Machrek et au Maghreb et au Sahel, avec notamment l'arrivée de ces réfugiés de guerre que l'on baptise des migrants. Ce qui s'est passé en Libye, on l'a constaté également au Soudan. Je rappelle que M. Juppé, en 2011, s'est rendu comme un toutou à la remorque des Américains, s'est rendu à Djouba, la capitale du nouveau pays appelé le Sud-Soudan. M. Juppé, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, avec toujours son inénarrable façon de prendre ses interlocuteurs pour des cons, M. Juppé avait expliqué que voilà, on apportait la paix avec la création de ce nouvel État. En fait, ça sentait le pétrole au Sud-Soudan, comme en Libye, comme en Syrie, comme en Irak, et j'en passe. Le résultat du Sud-Soudan, depuis que maintenant le Sud-Soudan est devenu indépendant, c'est une des guerres les plus meurtrières qui soit, dont personne jamais ne parle. On estime qu'il y a eu au Sud-Soudan, depuis l'indépendance qui est allé fêter monsieur Juppé, on estime qu'il y a eu entre 50 et 300 000 morts. Et ça continue en ce moment même, avec des crimes contre l'humanité qui défient l'imagination. Je signale d'ailleurs au passage qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de populations musulmanes, mais de populations chrétiennes qui s'entretuent. Je signale également que l'Occident,
dans la foulée des États-Unis d'Amérique, porte une responsabilité écrasante dans ce qui se passe en Syrie. Je rappelle que l'origine du problème syrien vient tout simplement du fait qu'il devait y avoir un pipeline qui devait être relié le Qatar à la Turquie pour expédier du gaz vers l'Europe de l'Ouest et ainsi contourner l'approvisionnement russe. Et je rappelle que Bachar el-Assad s'y est opposé. Et c'est à partir du moment où ces projets de pipeline, voulus bien entendu par Washington contre la Russie, c'est à partir du moment où Bachar el-Assad s'y est opposé que d'un seul coup, eh bien, les États-Unis d'Amérique, nommons-les directement, avec un certain nombre de leurs supplétifs au Moyen-Orient, ont décidé la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Et la France s'est pliée à ce jeu, un jeu détestable, un jeu avec le feu, puisque tout le monde sait depuis plus de 2000 ans que le Moyen-Orient est une poudrière avec une infinité d'ethnies, de religions, et de pays qui ont une tradition de violence et une tradition qui n'est pas une tradition démocratique. L'Occident a donc décidé la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait également que, selon des manœuvres tortueuses venues des États-Unis d'Amérique, où on a des fins stratèges qui finissent par se prendre les pieds dans leurs propres intrigues, on va le voir tout à l'heure sur l'affaire de la Turquie, eh bien tout le monde sait que ce sont les États-Unis d'Amérique et leurs supplétifs qui ont commencé à avoir partie liée avec des mouvements terroristes. Tout le monde sait que M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avait dit que Bachar el-Assad ne méritait pas d'être sur la terre et qu'il avait dit que le Front al-Nosra, qui ensuite a été classifié officiellement parmi les mouvements terroristes, faisait du bon boulot. Allez demander, si vous connaissez des gens qui travaillent dans les services de renseignement français, allez leur demander ce qu'ils savent du trafic d'armes et du trafic d'argent dont a bénéficié le prétendu État islamique. Allez leur demander. Il est devenu désormais de notoriété publique que derrière le prétendu État islamique se cachent à la fois les États-Unis d'Amérique, l'Arabie saoudite, le Qatar. En réalité donc, et ça de plus en plus de Français le savent, parce que grâce à Dieu, il y a maintenant Internet qui permet aux Français de se renseigner. Et c'est ça qui a fait que lorsque M. Valls s'est rendu à Nice, aujourd'hui même, le 18 juillet, il a été accueilli par des sifflets. Parlez autour de vous comme je le fais. Renseignez-vous. Vous verrez que beaucoup de Français commencent à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la France a une responsabilité écrasante dans toutes ces opérations. Voilà ce qui se passe. Ce qui est très inquiétant, c'est que l'UPR est le seul mouvement politique français à le dire et à dire que la priorité des priorités, c'est que la France se retire de ces pays où elle n'a rien à faire. Tous les mots ont perdu leur sens, ont été vidés de substance par des escrocs de la politique et des escrocs de la pensée politique. Les mots sont vides de sens. On a les États-Unis d'Amérique, la France, etc., qui n'ont à la bouche que les mots de démocratie, mais lorsqu'un pays s'exprime, comme ça a été le cas des Britanniques, qui ont à une majorité de 52% des Britanniques décidé de sortir de l'Union européenne, examiner ce qui s'est passé en Europe et en France en particulier, dans les grands médias, où l'on a agonie d'injures les Britanniques pour avoir fait ce choix parfaitement démocratique. Et où on a d'ailleurs considéré que ce choix devait être remis en cause. On a mis en ligne, on a fait circuler, on a contribué à faire circuler à ce propos les déclarations de Madame Ségolène Royal à la BBC où Madame Ségolène Royal est présentée comme une femme très dangereuse. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont. Non, nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses.
Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été est-ce que vous êtes Well, I don't think it's democracy if you only think one answer is right and the other je vais is vous completely expliquer. unacceptable. La bonne question, c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous ? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela? Est-ce que vous voulez une Europe approfondie? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur? Là, ça aurait un sens. Donc, là, à ce moment-là, on peut faire des débats démocratiques au sein d'un pays pour savoir ce que veulent les citoyens par rapport à... Madame Ségolène Royal, avec un mépris de classe, avec quelque chose qui est révulsant. Mais qui est cette dame pour décider que les Français n'ont pas le droit à la parole? Qui est-elle, Madame Royal? Elle n'est que le mandataire du peuple français, comme M. Hollande et comme M. Valls, et comme M. Sarkozy et comme M. Juppé. C'est tout ceci mis bout à bout qui mène au sentiment que vive le peuple français, mais aussi le peuple britannique, le peuple allemand, le peuple américain, qui est que tout a été verrouillé par une oligarchie impitoyable qui a mis la main sur le pouvoir politique, le pouvoir économique, et qui force petit à petit le peuple français, par exemple, à s'accommoder d'un retour à un esclavage des temps modernes, où l'on fera voler en éclats tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenu. Je m'adresse ici aux plus jeunes. Quel est le monde dans lequel veulent nous enfoncer les euro-atlantistes, un monde où il n'y aura plus aucune loi que la loi de la jungle, où on pourra jeter quelqu'un à tout moment parce qu'il n'est plus assez productif. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Un monde où en France il y a plus de 20% des jeunes qui sont au chômage. Et je ne tiens encore que les comptes avec un chômage tout à fait des chiffres officiels. Donc c'est tout ceci qui, mis bout à bout, fait que la marmite est en train de bouillir en France et que de plus en plus de Français, il suffit de dresser l'oreille, disent que ça ne peut plus durer. Je rappelle d'ailleurs au passage, parce que les gens ne le savent pas, que le nombre de morts qui a été commis par les Américains et leurs alliés européens en Irak, en Afghanistan et au Pakistan, c'est 1,3 million de morts civiles minimum, selon les estimations les plus fiables et les plus sérieuses. 1 300 000 civils. Ça fait quelque chose comme 15 000 à 16 000 fois plus que la tuerie qui est arrivée sur la promenade des Anglais. Est-ce que les Français peuvent réaliser ce que peuvent penser de l'Occident les peuples du Moyen-Orient, en particulier en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, qui depuis maintenant plusieurs années ont vécu 15 800 ou 700 ou 800 tueries de civils comme celle que nous venons d'avoir. 15 800. Est-ce que les Français peuvent le comprendre et peuvent comprendre que nous sommes lancés dans une politique de dingue et que la France doit absolument cesser au plus vite notre participation à cela? D'ailleurs, il suffit de regarder les pays du monde qui ne font pas partie des coalitions menées par les docteurs Folamour de la Maison-Blanche. Je note qu'il y a au Royaume-Uni un grand mouvement qui se développe ces jours-ci, des familles, des victimes de soldats envoyés en Irak par Anthony Blair, le Premier ministre de l'époque. Il y a un grand mouvement qui se développe au Royaume-Uni pour essayer de traîner M. Tony Blair devant le tribunal pénal international. De toute façon, la justice finira par passer. De toute façon, il faudra que ceux qui ont déclenché des guerres, qui ont fait des millions de morts, rendent compte à la justice des hommes et à la justice internationale. Rapatrier au plus vite toutes les troupes que nous avons dans des pays où nous n'avons rien à faire sera de sortir de l'OTAN. Ça sera également de présenter nos excuses pour les peuples que nous sommes allés bombarder pour des raisons ignobles. Pourquoi M. Sarkozy est-il allé faire assassiner Kadhafi? Tout le monde le sait.
Si l'on veut que la violence cesse en France, il faut que la France soit aimée et respectée par son propre peuple, c'est-à-dire il faut que la classe politique, qui est une espèce de mafia tenue par l'oligarchie, dégage, et que ce soit désormais des Français venus de l'ensemble du peuple français qui reprennent les manettes et qui réimposent une démocratie et un avenir à notre pays.